Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Gladys Caron, vice-présidente communication chez Investissement Québec. Bienvenue à notre classe de maîtres. Vous êtes très nombreux ce matin pour écouter nos deux experts nous parler de gaz à effet de serre, comment réduire les gaz à effet de serre que l'on nomme communément GES. Nous serons donc en compagnie de Robert Cadieux, directeur environnement pour Tecalia, une division de Héroux-Devtech, et de Nicolas Turgeon, directeur performance environnementale et industrielle pour Investissement Québec CRIC. Comme dans toutes nos classes de maîtres, notre objectif aujourd'hui est de vous donner des outils concrets. Ainsi, avec nos deux experts, nous discuterons de plusieurs éléments, dont notamment quelles sont les sources de gaz à effet de serre, quels sont les gaz à effet de serre. Il n'y en a pas seulement qu'un et quelques-uns que l'on connaît et dont on parle régulièrement, il y en a plusieurs autres. Nous présenterons un outil concret pour vous aider à cibler vos sources de gaz à effet de serre et à vous doter d'un plan pour en réduire les émissions. Et finalement, le clou de l'événement, nous aurons la chance d'entendre M. Cadieux nous parler de l'expérience de Tecalia, leur plan vert, toutes les actions qu'ils ont faites pour réduire les gaz à effet de serre et les initiatives qu'ils continuent de déployer en ce sens. Notre classe de maîtres d'aujourd'hui s'inscrit dans notre initiative Compétiver. Je prends quelques instants pour vous en parler. Compétiver, c'est notre initiative qui vise à encourager les entreprises à réduire leur empreinte environnementale en adoptant des technologies propres et des pratiques éco-responsables. Pourquoi nous mettons autant d'emphase sur cette question? C'est parce que nous sommes convaincus que pour les entreprises, ils peuvent y trouver des avantages vraiment très importants, non seulement pour la planète, mais définitivement des opportunités qui peuvent soutenir leur croissance et leur compétitivité. D'où l'importance pour nous de revenir avec des événements comme celui de ce matin pour présenter différentes facettes, différentes façons de réduire l'empreinte environnementale. Il y a un énorme potentiel pour les entreprises à se préoccuper de ces questions. Je suis donc très heureuse de voir beaucoup de participants comme ce matin et à chacune de nos classes de maîtres passer par ailleurs. J'ai eu la chance de discuter plus tôt cette semaine avec nos deux experts de ce matin, deux passionnés d'éco-responsabilité. Je suis certaine que vous trouverez notre événement très instructif. Je vous invite à les écouter pendant les 30 prochaines minutes de durée de leur conférence qu'ils se partageront tous les deux. Et ensuite, nous ouvrirons la période de questions. D'ailleurs, durant leur présentation, si jamais vous avez des questions qui vous viennent en tête, vous pouvez tout de suite les inscrire au bas de votre écran dans la boîte destinée à cet effet. Et nous prendrons les questions par la suite. L'événement est enregistré, alors si vous souhaitez le réécouter ou le partager avec des gens de votre organisation ou de votre entourage, libre à vous de le faire. C'est important de passer la bonne nouvelle. Sans plus tarder, je passerai la parole à mon collègue Nicolas Turgeon d'Investissement Québec CRIC. À toi la parole, Nicolas. Merci beaucoup, Gladys. Très heureux d'être avec vous ce matin, très heureux d'être avec Robert, donc pour vous parler d'émissions de gaz à effet de serre et surtout de comment travailler pour les réduire. Alors, si on veut bien mettre la présentation, voilà. Donc, le plan de la présentation, on va voir d'une part les principales sources potentielles d'émissions de gaz à effet de serre. On va en apprendre davantage sur le volet GES du diagnostic performance environnementale industrielle qui a été lancé au mois de mai 2021. Et on va revoir, on va voir surtout le clou, comme disait Gladys, un retour d'expérience de l'entreprise Héroux-Devtech, donc qui a expérimenté ce nouveau volet du diagnostic. Et enfin, des périodes de questions pour tous. Alors, tout d'abord, pourquoi quantifier les réductions et réduire surtout les émissions de gaz à effet de serre? Il y a plusieurs raisons. J'en ai listé ici quelques-unes. C'est une liste non exhaustive. Mais premièrement, plusieurs entreprises doivent se conformer à des obligations légales réglementaires. Les grands émetteurs au Québec en sont. Une entreprise peut aussi vouloir les quantifier et les réduire pour augmenter sa compétitivité. On parle des attentes clients qui sont de plus en plus grandes à cet égard. On parle évidemment aussi des partenaires, des consommateurs. On veut aussi réduire ses dépenses. Rien ne se perd, rien ne se crée. Alors, toute énergie ou tout matériau qui sont perdus, c'est une perte économique et c'est une perte aussi en termes de gaz à effet de serre.
On veut aussi exporter, conquérir de nouveaux marchés. On le sait, de plus en plus, il y a des barrières non tarifaires pour les entreprises et évidemment, l'empreinte carbone est au cœur de ces nouvelles politiques. Également, on peut vouloir améliorer sa marque employeur et enfin assurer la continuité de ses activités dans une perspective de développement durable. Quelques méthodologies de quantification de GES, il y en a beaucoup. Ce qu'il faut savoir, effectivement, on peut s'y perdre, mais si on regarde la base de tout ça, la norme ISO 14064, alors il y a 3 volets à cette norme-là. Il y en a une pour les organisations, c'est le volet 1. Il y a ISO 14064, volet 2 pour les projets. Et enfin, il y a également aussi des méthodes de quantification pour les produits, la ISO 14067, ainsi que la ISO 14040 pour les analyses de cycle de vie complet de produits. Évidemment, à ça se rajoutent les protocoles de quantification, puisque la norme ISO dresse, si on veut, les principes de base à respecter au niveau de la quantification. Mais après, il y a des protocoles de quantification, comme le protocole du règlement sur le système de plafonnement d'échange de droits d'émission, le marché du carbone québécois, donc à suivre, qui sont des guides, évidemment, pour les entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être assez complexe et c'est pour ça que c'est bien de faire affaire avec des experts, avec des professionnels. Vous allez en retrouver, on est chanceux au Québec, on en a plusieurs. Vous allez en retrouver également sur le site icric.com en tapant GES. Je l'ai essayé ce matin. Vous allez en trouver une vingtaine d'experts qui sont donc qualifiés, qui sont pour pouvoir vous aider à quantifier et donc également aussi éventuellement à vérifier les déclarations de gaz à effet de serre. Quelques GES à considérer. J'ai ici repris, adapté un tableau du guide de quantification des émissions de gaz à effet de serre qui est sorti récemment par le gouvernement du Québec. Alors, évidemment, il y en a plusieurs, mais les 3 principaux qu'on retrouve, c'est le dioxyde de carbone, on le sait, avec un pouvoir de réchauffement planétaire de 1. Le méthane également, qu'on va retrouver dans les émissions de lieux d'enfouissement, les projets pétroliers, les élevages aussi de bétail, qui a celui-ci, donc un pouvoir de réchauffement planétaire 25 fois plus important que le CO2. C'est pour ça qu'on dit que c'est un gaz à effet de serre puissant. Et l'oxyde nitreux, donc qui sont émis surtout dans les projets agricoles, avec un pouvoir de réchauffement planétaire de 298. Et donc une panoplie, je ne passerai pas au travers de l'ensemble de ces gaz à effet de serre, mais ce qu'il faut savoir, ce sont les 6 gaz à effet de serre / familles qui sont considérés dans la norme ISO 14064, qui tire en fait ses bases scientifiques du 4e rapport du GIEC. Cette figure est assez intéressante. On l'utilise abondamment pour expliquer un peu les émissions directes et indirectes et ce qu'on vous allez retrouver également aussi dans le jargon, les scopes, scope 1, scope 2 et scope 3. Alors, vous avez au centre l'activité de l'entreprise. Donc, c'est l'activité vraiment, si on veut imaginer, c'est au niveau de l'usine, par exemple. Vous avez le scope 1, donc les émissions directes qui sont vraiment contrôlées par l'entreprise. Donc, c'est des sources de combustion, c'est des sources mobiles au niveau des véhicules de l'entreprise sur le site, ce sont les procédés hors énergie, les émissions fugitives, etc. Également, au sein de cette activité de l'entreprise, il y a le scope 2 qui est essentiellement la consommation d'électricité, vapeur, chaleur, froid. En amont, et en aval de l'entreprise, on a ce qu'on appelle les émissions indirectes scope 3. Et ça, évidemment, en amont, c'est toutes les activités d'approvisionnement. On va en parler un petit peu plus tard. Et donc, en aval, c'est tous les clients, donc quand on envoie nos produits. C'est vraiment associé aussi à la gestion des déchets, etc. Donc, vous avez l'ensemble de la chaîne. La prochaine figure présente un petit peu les postes d'émissions de GES dans le secteur industriel, donc les émissions directes et indirectes qui appartiennent ou qui sont sous le contrôle de l'entreprise. Ça représente à peu près 20 de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre
d'une entreprise, des activités d'une entreprise. Le 80 il vient des émissions, en fait, indirectes des activités en amont et en aval, ce qu'on a nommé le scope 3. Alors, c'est très, très important. Et actuellement, donc, la plupart des protocoles, évidemment, vont se concentrer sur le scope 1 et le scope 2 pour différentes raisons. Donc, une des premières raisons, c'est que le scope 3, ce sont des données qui sont difficiles à avoir. Le scope 3 qui se trouve à être le scope 1 et 2 des fournisseurs et des clients de l'entreprise. Et pour ces raisons, ben, ça représente quand même 80 et c'est pour ça que de plus en plus, il y a une tendance mondiale à s'intéresser au scope 3 pour avoir une idée ou une vision globale des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités d'une entreprise. Maintenant, regardons un petit peu plus en détail le volet GES du diagnostic de performance environnementale industrielle, comme je disais, qui a été lancé il y a environ 2 ans par Investissement Québec CRIC. Alors, c'est un diagnostic de performance environnementale qui se veut un accompagnement technologique personnalisé pour les entreprises qui souhaitent vraiment accroître leur compétitivité tout en diminuant leur empreinte environnementale. C'est une démarche très importante de le mentionner, collaborative et interactive en 4 étapes. La première étape, c'est évidemment la recherche et la collecte d'informations. Et ensuite, il y a une visite d'usine, donc une visite d'usine qui est réalisée avec un minimum de 2 experts, des experts en fait de la direction performance environnementale industrielle d'Investissement Québec, mais également aussi des experts externes. Ensuite de ça, il y a une analyse des résultats et une priorisation, en fait, des idées d'amélioration qui vont être identifiées. Et il y a une présentation des livrables et un suivi qui est fait, qui est effectué avec les clients. En fait, ici, quand on a lancé ce nouveau service, c'était simple. En fait, on voulait augmenter la performance environnementale industrielle et la compétitivité des entreprises. On voulait, en fait, leur montrer qu'on peut faire mieux avec moins avec ce service. Regardons un petit peu en détail la méthodologie qui a été donc mise au point et adaptée au contexte manufacturier. C'est très, très important. Nous, on s'intéresse ici au processus et aux procédés manufacturiers. Bon, la première étape, on détermine le profil décisionnel ou en fait, comme on appelle à l'interne, la maturité par rapport au développement durable de l'entreprise. Donc, en quel point une entreprise prend une décision par rapport aux axes ou aux dimensions du développement durable, qui sont l'économie, l'environnement et l'aspect donc société. Ensuite de ça, on fait une analyse des processus et procédés manufacturiers en regard des 6 axes de la performance environnementale industrielle. Premièrement, l'énergie. Quelle source d'énergie l'entreprise utilise pour ses procédés, ses processus manufacturiers? Quelle quantité d'énergie également? L'eau, est-ce qu'on utilise de l'eau potable, des eaux de procédés? Les matières premières, les produits et emballages, les matières résiduelles, rejets et nuisances. Au niveau des nuisances, on s'intéresse particulièrement aux 3 principales nuisances industrielles que sont les odeurs, les poussières et le bruit. Et enfin, le transport, manutention et entreposage, donc toutes les activités liées à la chaîne d'approvisionnement. Ensuite de ça, il y a un calcul des gains et impacts de chaque opportunité qui sont identifiées pour l'amélioration de la productivité durable de l'entreprise. En moyenne, on va trouver 10, 15 idées d'amélioration dans le cadre d'un diagnostic et on va le voir un petit peu plus tard avec Robert, un exemple concret en entreprise. Il y a une évaluation aussi de la complexité de mise en œuvre. Exemple, est-ce qu'une idée d'amélioration demande 3 ans de recherche et développement avant d'être mise en œuvre et mise en place, ou encore on peut acheter un équipement, une technologie propre pour donc adresser la problématique en entreprise. Évidemment, dans le deuxième cas, ça sera beaucoup plus rapide. Alors évidemment, ça va donc le pointage va être plus grand au niveau de la faisabilité de mise en œuvre. Et enfin, recommandations et suivi. Les GES là-dedans, en fait, ils sont partout. Ce n'est pas un axe en soi, c'est un axe en fait transversal puisque on les retrouve dans chacun des axes que je viens tout juste de mentionner.
Alors, le diagnostic PEI-GES, liste d'opportunités d'amélioration de priorisation, et le nouveau volet, donc qu'on vient tout juste de lancer, qui est en fait un regard GES pour identifier le potentiel relatif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de chacune des opportunités ou de la liste des opportunités d'amélioration qui auront été identifiées au préalable. Ici, je présente une matrice gain-faisabilité relativement standard, mais qui est très parlante pour les entreprises. Et à chaque rapport qu'on remet, c'est une des figures en fait qui est le plus regardée et le plus utilisée par la suite par les entreprises au niveau d'aller chercher des décisions pour mettre en place le plan d'action. Alors, ici, on a sur l'axe des X, on a la faisabilité et sur l'axe des Y, on a les gains apportés par chacune des opportunités. Évidemment, tout ce qui se retrouve en haut à droite devrait être priorisé par l'entreprise puisque ce sont des idées d'amélioration qui vont avoir le plus grand impact au niveau social, environnemental et économique, mais également aussi qui vont être le plus facile à mettre en œuvre. Évidemment, toutes ces idées-là sont intéressantes. Ici, c'est des exemples qu'on a, puis on va voir avec Robert un petit peu plus tard de façon plus en détail. Mais ça donne une idée donc de la priorisation. Ici, on présente le volet GES. Donc, les questions qu'on amène au niveau du volet GES nous permettent d'identifier de manière relative et de manière aussi qualitative le potentiel relatif de réduction des GES. Alors, si vous voyez dans cet exemple, il y a des idées qui étaient, qui étaient passées un petit peu inaperçues, mais en regard des GES, ces idées-là devraient être priorisées si la priorité de l'entreprise, c'est la réduction de son empreinte carbone ou voire la carboneutralité à un horizon, exemple 2030. Alors, comment on fait pour colorer ces idées ou ces boules en vert? Ben, c'est à l'aide d'une analyse qui est représentée ici par le graphique, qui est un graphique de potentiel de réduction de gaz à effet de serre, potentiel relatif, j'appuie sur le mot relatif, de chacune des opportunités. Alors, vous voyez que tout ce qui dépasse le seuil de priorisation arbitraire qui a été identifié par nos experts, ben, ce sont des idées ou les bulles qui ont été colorées précédemment et qui nous permettent effectivement d'identifier les idées qui ont le plus grand potentiel de réduction de gaz à effet de serre de manière relative et de manière qualitative. Vous remarquerez ici qu'il y a beaucoup de vert dans cette figure, il y a beaucoup de bleu aussi, mais ça vient juste un petit peu, dans ce cas concret, illustrer les émissions indirectes, le scope 3, qui représente une grande part des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise. Alors, moi, je m'arrête ici parce que le plus important et le plus intéressant, c'est Robert, en fait, qui va nous le présenter. C'est le retour d'expérience. Robert, qui est directeur environnement chez Héroux DevTech et qui va nous présenter le retour d'expérience de cet outil chez Tecalia. Alors, Robert, je te passe la parole. Merci, Nicolas. J'espère être aussi intéressant que toi. Super bel job, comme d'habitude. Toujours un plaisir de travailler avec toi. Donc, est-ce qu'on peut mettre la présentation? Comme Nicolas a expliqué, je ne vois pas les slides encore. Petit délai. Je vais commencer. On est dans l'industrie de l'aérospatiale. Donc, que vous pensez nous connaître ou non, vous nous connaissez. Il y a vraiment un problème avec les slides, hein? On ne les voit pas. Et voilà. Parfait. Juste pour stresser un peu, mais ça va bien se passer. Comme j'expliquais, on est une entreprise dans le domaine de l'aéronautique, mais plus spécifiquement de l'aérospatiale. Justement, pour faire peut-être un petit jeu de mots intéressant, on s'apprête à décoller. Je vous demande de ranger vos tablettes, d'attacher votre ceinture parce que ça va être un vol quand même assez rapide. On a beaucoup de contenu à couvrir en 15 minutes. Je vais vous parler évidemment de notre histoire pour que vous puissiez avoir le contexte, pourquoi c'est important de travailler avec Investissement Québec, CRIC, pour prioriser, pour s'éduquer un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ce qu'on fait déjà. Vous allez comprendre un peu les enjeux environnementaux de notre industrie. On est une industrie, évidemment, hyper réglementée, d'une grande sophistication qui a toujours relevé de grands défis.
On va expliquer comment tout ça, ça se rattache à notre stratégie de développement durable pour rencontrer non seulement les exigences de notre industrie, mais aussi les attentes de nos parties prenantes et les attentes de notre direction. Vous voyez, ils sont quand même très clairs par rapport à nos ambitions, à notre engagement. Puis on va évidemment parler de comment le programme de Compétitivert a vraiment servi de catalyseur, a mis un peu le feu pour allumer un peu la passion de nos gens pour justement attaquer nos opportunités. Fait, comme je l'expliquais, on est une entreprise aérospatiale, le troisième plus grand fabricant de trains d'atterrissage au monde, fondé au Québec. Donc, une entreprise vraiment québécoise, fondée en 1942. Donc, l'année passée, c'est notre 80e anniversaire. On a l'air plus jeune que ça, mais quand même. Fait qu'aussitôt que 1960, on était déjà en train de fabriquer des pièces dans l'aérospatiale. Puis comme je mentionnais tantôt, que vous nous connaissez ou pas, en fait, vous nous connaissez, parce qu'avant même que M. Armstrong ait posé le premier pas sur la Lune, ben, on était là. C'est Hiroo Deftech qui a fabriqué, je dirais dans ce cas-ci, le train d'alunissage. Donc, le premier empreinte sur la Lune, c'est un produit québécois. Il y a quand même de quoi être fier. En 2019, évidemment, agrandissement de nos activités. On a maintenant une présence mondiale, 1800 employés à travers le monde, une bonne présence au Canada, une très grande présence au Québec, 617 employés au Québec et 317 particulièrement à Montérégie. Donc, on voit que c'est vraiment centralisé ici. Évidemment, une présence en Europe et aux États-Unis. Et le siège social, évidemment, est ici. Fait que vous voyez un peu la gamme de nos produits. Ce n'est pas un pamphlet de vente. Si vous êtes intéressé à un jet privé, vous pouvez me contacter en privé. Mais bon, c'est un peu pour montrer un peu la gamme de nos produits. Fait que, encore une fois, que vous connaissez ou pas, ben, vous avez sûrement pris un vol avec un de nos trains d'atterrissage. Puis évidemment, on est également dans la défense, tout particulièrement intéressant avec ce qui se passe en Europe de ces temps-ci, malheureusement. Donc ça, c'est un peu un aperçu de qui nous sommes. Puis je voulais vous montrer comment est-ce qu'on s'inscrit évidemment dans une industrie. Une industrie qui, depuis longtemps, s'est donné des objectifs de réduction de son empreinte écologique. Beaucoup critiqué, avec juste raison. Il faut que tout le monde soit critique par rapport à les activités pour évidemment trouver des opportunités. Donc, aussitôt que 1990, l'industrie déjà mesurait avec une analyse de cycle de vie, c'était quoi les impacts de l'industrie au complet, c'est-à-dire de la fabrication des pièces jusqu'à la livraison du produit, c'est-à-dire vous qui partez en vacances, en voyage, ben on voit qu'il y a quand même une croissance relativement neutre par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre, malgré une croissance. Fait qu'on voit très bien que c'est grâce à des initiatives, des stratégies qui tombent, puis je m'excuse, le contenu dans ce cas particulier, c'est en anglais. Ça vient de IATA, qui est l'Association internationale de transport aérien. Donc, j'ai trouvé le contenu en anglais, mais vous comprenez graphiquement ce que ça veut représenter. Fait que dans le fond, ça s'est toujours décliné sur l'investissement de technologie, des avions de plus en plus efficaces, des aéroports qui fonctionnent de plus en plus efficacement, des carburants qui seront de plus en plus de nature écologique, ce qu'on appelle les carburants alternatifs. Puis évidemment, il y a tout l'aspect d'infrastructure, c'est-à-dire comment on livre le produit, comment on design le produit, comment on l'utilise. Et c'est là que justement, le travail d'Investissement Québec nous a permis d'identifier, au-delà de ce qu'on mesurait, puis on va voir tantôt nos scope 1 et scope 2, commencer à connecter aussi sur le scope 3, avoir une pensée cycle de vie, puis avoir une pensée chaîne d'approvisionnement. Fait qu'est-ce qui vient après nous, qu'est-ce qui vient avant nous, parce qu'on doit réaliser qu'on n'a pas une chaîne d'approvisionnement, on est dans une chaîne d'approvisionnement et ultimement, le client, ben c'est vous. C'est vous quand vous partez en voyage. Fait comment qu'on va minimiser l'impact de ces activités-là? Donc, ça passe beaucoup par la conscientisation. Fait que ça, c'était juste pour vous montrer justement que si on n'avait rien fait comme industrie, on serait rendu là. Et pourtant, on est à la ligne que vous voyez plus bas. Donc, vraiment une augmentation de l'efficacité remarquable. Si l'industrie automobile avait fait ce que l'industrie de l'aviation avait fait, bon, on conduirait des voitures à 3 litres au 100 km qui seraient remplies à 95 % tout le temps. Donc, c'est quand même assez remarquable comme accomplissement. Mais comment est-ce qu'on amène justement cette expertise-là à un niveau plus micro pour que collectivement, l'industrie de l'aérospatiale soit plus efficace? Donc, oui, le diagnostic nous a permis vraiment de cibler des opportunités qui n'étaient pas nécessairement évidentes pour nous et ensuite d'utiliser justement notre intelligence, notre capacité de relever des défis
pour justement s'attaquer à d'autres choses, pour complémenter justement nos mesures de gaz à effet de serre que nous faisions déjà pour le scope 1, le scope 2, puis comment se poser cette question, comment cette diagnostic-là va nous permettre d'identifier des choses qui ne sont peut-être pas immédiatement visibles. Pour nous, ce qui a été vraiment, je trouve, le plus important, c'est l'effort de diagnostic, d'aller se poser des questions, de voir des choses qui étaient peut-être investies, qui étaient peut-être invisibles, mais qui soudainement est devenu visible. Fait que le type de diagnostic a priorisé, mais après ça, on a joué avec le data, puis on s'est rendu compte que finalement, il y a d'autres choses qu'on va pouvoir faire. Il y a des choses qui viennent directement de l'investissement, mais qu'on va leverager un peu plus, si vous me permettez l'anglicisme. Fait que la collecte d'informations du diagnostic a permis vraiment de mettre en lumière des enjeux, des opportunités. C'est la prise de conscience. Ensuite, les gens de l'ingénierie, les gens des opérations, ils ont vraiment relevé ce défi-là. Ils disaient, bien, je pense qu'on va inscrire ça dans le plan directeur, puis on va commencer à travailler très agressivement. En réalité, là, nous, notre objectif, nos piliers, je dirais, c'est de vraiment focaliser, d'avoir de meilleures usines. Comment est-ce qu'on rend nos usines le plus lean possible, apprendre à travailler mieux, puis évidemment, quand on a l'opportunité, converger vers des énergies renouvelables, donc une meilleure forme d'énergie. Donc, en sommaire, prise de conscience, identification de nos opportunités, puis évidemment, tomber en mode action. Vous allez voir, on le fait. Puis maintenant, bien, célébrer nos résultats avec un mode peer pressure pour qu'on puisse justement créer un effet de catalyseur. Donc, l'effet, le diagnostic spécifiquement TKIA, ça a été d'identifier et de prioriser les pistes d'amélioration. Comme Nicolas a expliqué plus tôt, voir comment tout ça, ça se connecte par rapport à nos objectifs économiques, sociaux puis environnementaux. Puis vraiment, aussi, c'est un domaine hyper compétitif. Comment ça va nous aider pour la productivité et la compétitivité dans un marché difficile? Puis aussi, en termes de rétention puis d'attraction de talent, il y a de plus en plus d'attentes, puis travailler pour une entreprise qui prend l'environnement, le développement social important, c'est un enjeu de plus en plus important et critique. Donc, l'expérience de TKIA, je vais vous donner quelques exemples comment tout ça, ça s'est un peu concrétisé. Bien, nous, ce qu'on fait à TKIA, qui est une division des roues DevTech, c'est du traitement de surface. Donc, le traitement de surface, c'est la peinture, c'est le plaquage, c'est tout ce qui va prévenir la corrosion puis donner une durée de vie à notre produit, qui peut durer 10, 15, 20 ans en vol. Donc, tout ce traitement de surface-là fait en sorte qu'on a des quantités énormes d'air évacuées pour la ventilation, pour protéger la santé et la sécurité de nos employés. Donc, en moyenne, à peu près 3750 mètres cubes à l'heure est évacué. C'est de l'air qui est chauffé, climatisé. Donc, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à l'année longue, c'est une quantité phénoménale de gaz naturel qui sert à chauffer ça, donc des émissions de gaz à effet de serre directes. Quelque chose qu'on peut adresser. En contrepartie, bien, beaucoup de nos procédés utilisent de l'air comprimé, qui prend des compresseurs énormes, qui consomment jusqu'à 200 kW de puissance électrique, mais malgré le fait qu'on a acheté des compresseurs modernes, plus efficaces, mais la thermodynamique fait en sorte que malheureusement, 85 à 90 % de l'énergie électrique produit de la chaleur excédentaire. Donc, on se retrouve avec une situation où justement le diagnostic a permis de connecter les choses ensemble, de dire, bien, vous évacuez du côté du compresseur, il y a un cycle de refroidissement possible par un cycle de glycol, vous évacuez de l'air, on peut peut-être récupérer la chaleur. Là, les ingénieurs ont commencé à connecter pour faire un peu ce qu'on appelle de l'écologie industrielle. Donc, comment est-ce qu'on peut connecter tout ça en s'inspirant de la nature où rien n'est perdu, rien n'est créé, on va juste connecter les choses. Fait, comment est-ce qu'on va pomper ces opportunités-là ou les connecter ensemble? Donc, un des projets que Nicolas, quand vous avez vu la matrice, nous avait identifié, c'est justement de dire, est-ce qu'on peut connecter toute cette énergie-là pour récupérer la chaleur passive qui sort de la ventilation, des compresseurs pour préchauffer l'air. Le projet a démarré et d'ici peu, pour la saison d'hiver prochain, on ne consommera plus de gaz naturel. Une autre opportunité qui avait été identifiée, c'est les fameux liquides pénétrants et les liquides d'investigation qu'on utilise, qui sont de grade aérospatial, qui coûtent une petite fortune, qu'on rejetait sous forme de rejet d'eau usé assez régulièrement. Bien là, c'est une filtration pour récupérer par osmose inverse, pour réutiliser directement dans le procédé. Fait que là, on vient d'éviter tous les impacts de créer ce produit-là hyper dispendieux en amont. Donc, encore une fois, de l'économie circulaire interne, mais aussi des GES en amont évités. Nos projets, évidemment, tout ce qu'on fait en termes de plaquage, de nickel, de chrome, c'est des métaux qui sont de grade aérospatial, qui étaient rejetés dans les eaux de rinçage, conformes à la loi, mais n'empêche un produit que nous gaspillons. Maintenant, avec une pile galvanique,
produits qu'on identifie qui est produit au Québec, on va pouvoir récupérer ces métaux-là, les plaquer, donc purifier l'eau et retourner ces métaux-là dans notre chaîne d'approvisionnement pour faire d'autres trains d'atterrissage. Donc, on tombe en mode circulaire, très intéressant. Économie de pollution, économie d'argent, puis évidemment, on élimine les impacts de cri, du chrome en grade aérospatial. Donc, tout ça, là, ça nous permet de contribuer à notre objectif de réduction des GES mondial. Donc, vous voyez un peu le portrait de ce qui a été fait dans la dernière année depuis qu'on a commencé notre baseline. On a déjà réduit le 38 %. Les projets qu'on identifie à Ticalia, qui d'ailleurs se transposent également dans notre plus grosse usine à Longueuil. Donc, il y a un apprentissage commun entre les deux, une approche de synergie où on va non seulement avoir les mêmes gens qui travaillent sur le même projet, mais calquer les wins qu'on a à Ticalia et les reproduire à Longueuil pour faire encore plus d'économies. Bien là, on identifie qu'on peut réduire d'autant plus notre scope 1, scope 2 de 21 % et ce n'est même pas mesuré tout ce qui va être scope 3. Fait que vous voyez quand même beaucoup d'opportunités, mode d'action, tout ça grâce à un effet de catalyseur de nos amis Investissement Québec et CRIC. Donc, encore beaucoup d'objectifs et d'ambitions. Fait qu'évidemment, pour nous, les prochains défis, c'est de travailler aussi au niveau de notre produit pour rencontrer les exigences de notre industrie. Fait que les produits durables, fait que ça va tomber dans l'éco-conception, le scope 3, les ACV que Nicolas mentionnait plus tôt. Évidemment, bien, intégrer ça dans notre stratégie globale d'entreprise, travailler, commencer à identifier nos objectifs ou plutôt notre stratégie de résilience et de décarbonation au-delà de scope 1 et scope 2, quand même important pour nous. Puis évidemment, bien, commencer à non seulement encourager, mais montrer notre chaîne d'approvisionnement comme à suivre le pas pour tomber dans un mode d'économie circulaire, surtout inter-usine. Donc, aussi, investissement réfléchi et cohérent pour planifier notre avenir. Donc ça, c'est un autre survol. On va atterrir maintenant et je repasse la parole à mon ami, M. Turgeon. Nicolas, take it away, mon ami. Avec le micro, ça va mieux. Donc, merci beaucoup, Robert. Très, très, très concret. Puis, je pense qu'il n'y a rien de mieux, de plus parlant donc, que des exemples comme ça, des retours d'expérience en entreprise pour les entrepreneurs, pour les entreprises. Donc, voilà, en fait, tu en as parlé un petit peu, le scope 3, beaucoup, beaucoup lié à la chaîne d'approvisionnement. Et c'est pour ça que chez Investissement Québec, on s'y intéresse énormément. Je ne sais pas si on peut mettre la présentation. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas déjà, on a chez Investissement Québec donc une équipe qui vous aide, en fait, vous accompagne au niveau de la logistique, de la chaîne d'approvisionnement, l'approvisionnement québécois. Vous avez le site en bas à gauche, donc si vous voulez aller voir le microsite. Il y a déjà des outils concrets pour les entreprises qui se retrouvent sur ce site-là. C'est le calculateur de coût réel d'importation qui permet en fait d'établir l'écart de prix réel entre des produits importés et des produits fabriqués au Québec. Et alors, quand on compte tout, on s'aperçoit qu'il y a une valeur ajoutée, en fait, de ramener certains approvisionnements au Québec. Et très, très bientôt, on a travaillé donc avec à l'interne pour évaluer, en fait, mettre en place un calculateur pour établir l'écart d'émissions de GES généré par le transport des produits importés versus fabriqués au Québec. Alors, quel est le coût réel d'importation et quel est le coût en GES justement de ne pas s'approvisionner à l'étranger quand c'est possible de le faire. Alors, c'est un outil qui va être disponible très, très bientôt. En quelques clics, vous allez être capable d'avoir des données quantifiées et pouvoir prendre des décisions appropriées pour votre entreprise en particulier. Alors, c'était un petit aperçu de ce nouveau calculateur qui sera bientôt en ligne sur le site d'approvisionnement québécois.com. Alors, je repasse la parole à Gladys. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Robert. Vos deux présentations étaient vraiment fort intéressantes. Je suis particulièrement impressionnée, Robert, qu'en un an, vous ayez réussi à réduire vos gaz à effet de serre, vos émissions de gaz à effet de serre de 38 %. C'est vraiment impressionnant. Et ce que je trouve fantastique, c'est que ça
alors qu'on a l'impression que c'est une montagne que les entreprises doivent gravir, de comprendre que si rapidement on peut avoir un impact au niveau d'une organisation, d'une entreprise, c'est vraiment, je trouve, un message fort positif et constructif pour nos participants de ce matin. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé le tout avec nous. On a déjà plusieurs questions. Je commencerai avec une première directement pour vous, Robert. Quelqu'un nous demande si vous avez déjà commencé à avoir des demandes de la part des grands donneurs d'ordre vous demandant de réduire vos gaz à effet de serre ou plus largement de respecter certains critères ESG du côté environnemental, évidemment, social, gouvernance. Est-ce que vous sentez déjà cette demande-là de la part de grands donneurs d'ordre qui sont vos clients? Oui, évidemment, avec toute la conscientisation du grand public sur les impacts de l'industrie de l'aviation, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a une prise de conscience non seulement au niveau de nos grands clients, nos grands donneurs d'ordre, mais ça s'inscrit de plus en plus au niveau contractuel. Donc, il y a toujours eu des exigences un peu, je dirais, vœux pieux, ou est-ce que vous faites ça également? Est-ce que vous avez des ambitions? Là, on commence à avoir un langage un peu plus clair. Et je pense que ça vient aussi, ça vient confirmer que c'est la bonne chose à faire. Et ça va nous donner aussi une légitimité de travailler en amont également avec nos fournisseurs, de dire, bien, en fait, si Boeing le demande, si Saab le demande, si Embraer s'embarque dans cette direction-là, Gulfstream, bien, c'est parce que c'est la bonne chose à faire. Fait qu'on va pouvoir avoir un message un peu cohérent à travers les chaînes d'approvisionnement. Donc, oui, il y a une évolution naturelle. Puis je pense que ben, nous, en fait, ça nous fait plaisir parce que ça s'aligne avec notre volonté d'amélioration. Ça vient concrétiser que c'est la bonne chose à faire, justement. Très bien. Pour ceux qui n'auraient pas compris que vous pouvez poser des questions, allez-y, vous utilisez la boîte Q&R au bas de votre écran pour le faire, mais on en a déjà plusieurs, comme je le disais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous pouvez répondre avec l'historique que vous avez. Quelle est, Robert, à peu près la période de retour sur investissement? Oui, au niveau des GES, on a vu l'impact rapide, mais au niveau plus financier, avez-vous déjà une idée de quelle est la durée la période de temps avant de finalement retour sur investissement? Ben, ça dépend évidemment de chaque projet. Ce qu'on a vu comme graphique, c'est une simplification. On a plusieurs projets qui s'inscrivent, des choses qui se sont faites en priorité dans nos sites américains, parce qu'évidemment, ben, il y a une grosse consommation d'électricité dans ces usines-là. Et cette électricité-là, on n'a pas l'avantage d'être au Québec quand on est à Springfield ou à Strongsville. Donc, une énergie électrique qui est un peu moins verte. Donc, ça devenait notre priorité. Et donc, on a plusieurs projets. Certains avaient des retours rapides, je dirais, des projets quasiment pas de coût du tout. Donc, retour quasiment instantané. Tout simplement réaliser que c'était du gaspillage pur et simple qu'on n'avait pas vu. Dans d'autres cas, c'est des investissements qui peuvent prendre 2-3 ans. Puis, il y en a des projets qu'on a fait où ce que le retour, c'est peut-être une dizaine d'années, puis il n'y a pas de raison de le faire à part que c'est la bonne chose à faire, que ça va donner en termes, il faut faire un peu, c'est un retour sur investissement qui est plus ce qu'on appelle le Sustainable Return on Investment. Donc, on prend en considération la durabilité et donc peser dans balance l'aspect économique et social et environnemental, pas juste l'économique. Donc, ces trois affaires-là tombent dans le balancier, puis on réalise que c'est peut-être la bonne chose. Fait que le Return on Investment, le retour sur investissement, prend en considération ces aspects aussi. Donc, ça fait en sorte qu'on est capable de prendre des décisions qui ont du sens dans une perspective de 5-10 ans, pour d'autres raisons que juste retour sur l'argent. C'est une réponse un peu indirecte, mais ça montre plus notre philosophie, la façon qu'on prise les choses par rapport à pur et dur financier. Très intéressant. On a beaucoup de questions. Je vais essayer de faire un tri le plus logique possible. Est-ce qu'il y a, et je ne sais pas si Robert ou Nicolas, lequel de vous deux se sentira le plus interpellé par la question, y a-t-il des secteurs manufacturiers ou des types de PME où le potentiel de réduction des GES est plus important? Si oui, lesquels? Peut-être Nicolas, tu peux peut-être nous donner ton avis sur la question? Oui, en fait, oui, c'est sûr que des consommateurs d'énergie fossile, évidemment, il y a un gain important à aller chercher, donc en revoyant nos façons de faire.
Mais je pense que, comme le disait Robert, tout doit être regardé dans un esprit global. On parlait de retour sur l'investissement durable. On s'y intéresse énormément. Comment mettre une valeur, parce qu'il y en a une valeur à tout ce qui est social et environnemental pour le ramener au niveau économique. Donc, certainement qu'il y a toutes les émissions liées à la combustion de carburants fossiles. Donc, toutes les entreprises qui sont les grands émetteurs, de toute façon, sont déjà soumis au RDOCK et également donc, à certains au système de plafonnement et d'échange. Mais les PME, je crois qu'il faut les regarder, puis de commencer avec un diagnostic, que ce soit un diagnostic de performance environnementale et industrielle ou un autre diagnostic. Je pense que c'est la meilleure façon, justement, d'identifier lesquels des projets ou lesquelles des opportunités vont avoir le plus grand impact sur la réduction des gaz à effet de serre et sur les objectifs de carboneutralité de l'entreprise ou de réduction de gaz à effet de serre. Très bien. Une question pour vous, Robert. Est-ce que la collecte d'informations à l'interne a été un enjeu de votre côté? Et, bon, j'imagine qu'au niveau de l'étude elle-même, au départ du diagnostic, il y a eu une première cueillette d'informations, mais par la suite, ça s'est certainement poursuivi. Est-ce que c'est un enjeu pour vous? Et si oui, comment vous y avez pallié? C'était un enjeu, il y a peut-être, je dirais, un an, où on voulait vraiment creuser loin dans le GRI. Ben, nous, on utilise la méthode de GRI pour des raisons de notre portée justement internationale, donc Global Reporting Initiative, mais excuse encore de l'acronyme anglophone. Donc, oui, il y a eu une certaine prise, un développement de maturité pour collecter de l'information qui serait rigoureux, sur lequel on pouvait baser des décisions. Donc, c'est un peu ça, la difficulté, la tâche, c'est de s'assurer que ce qu'on mesurait, ça représentait la réalité. Parce qu'on était pour prendre de grandes décisions et investir non seulement des ressources financières, mais des ressources humaines pour la transformation. Et donc, il fallait absolument qu'on soit rigoureux dans la collecte, mais heureusement, bon, on est une industrie qui est quand même assez agile et habile et habituée à la collecte rigoureuse. Évidemment, la divulgation publique à venir fait partie de toute cette pensée-là. Donc, ça a été difficile, mais c'est comme n'importe quoi. L'apprentissage, aller le faire, ça t'amène proche de qu'est-ce qu'il y a en arrière des chiffres. Fait que les gens ont pris conscience un peu de ce qui se passe dans leur cours arrière. Ça, je pense que le chiffre a moins de valeur par rapport à la prise de conscience. Et ça nous ramène encore l'importance d'un diagnostic, c'est en le faisant qu'on apprend. Tout à fait. Et ça ramène aussi la question de l'engagement des employés autour de ces stratégies-là qui est tellement important. Oui. Et la collecte de données, c'est eux qui sont sur le terrain, au fait, et qui voient tout ce qui peut être pertinent pour ces questions-là. Rétention et attraction, effectivement, Gladys, tu as raison. Oui. Tout à fait. Ce qu'on voit actuellement, puis je ne veux pas prendre trop de temps, mais c'est vraiment l'effet de boule de neige. On célèbre beaucoup nos victoires à l'interne. Et ce qu'on voit, c'est que les gens commencent à se mobiliser. Il y a des projets qui commencent à se développer où ce n'est même pas contrôlé centralement. Il y a comme une décentralisation un peu des initiatives. Ça se fait de façon organique. Je trouve ça vraiment intéressant. Effectivement. Isolation des bâtiments et pertes énergétiques liées aux bâtiments, est-ce que c'est, Nicolas, un sujet qui revient souvent dans les diagnostics que vous effectuez? Oui, absolument, effectivement. Donc, on a la chance, évidemment, il y a toujours deux côtés de médaille d'avoir de l'énergie qui est à bon marché, mais effectivement, il y a une prise de conscience de plus en plus grande. Cette prise de conscience-là, au niveau de l'enveloppe des bâtiments, de l'efficacité énergétique, de l'innovation énergétique également, est de plus en plus importante pour les entreprises. Puis, autant, moi, je suis ingénieur de formation, autant à l'époque, on voyait la chaleur comme étant un déchet, mais là, c'est pas du tout un déchet, c'est une ressource. On n'a qu'à penser donc à tout ce qui est récupération de chaleur, réseau de chaleur, qui est de plus en plus regardé. Et puis tout ça, il faut le ramener, encore une fois, sur le retour sur l'investissement. Puis quand on s'attarde à faire le calcul, on s'aperçoit que c'est très, très, très intéressant. Puis tout le monde y gagne, en fait. Ça revient aux quatre mots, faire mieux avec moins, finalement. Ouais.
Je vais peut-être bonifier, si tu permets, Nicolas. Bien sûr. Justement, dans les initiatives qu'on a vues dans la charte que j'ai montée plus tôt, beaucoup d'activités qui ont lieu dans nos usines des États-Unis, où justement le coût d'énergie est plus élevé, la forme d'énergie qu'on utilise est un peu moins vert. On fait ce qu'on appelle des chasses de trésors énergétiques. Donc, une initiative que Nicolas et on a comme développée ensemble il y a une quinzaine d'années, tu te rappelles, avec le Lean Manufacturing, Lean and Green. Donc, on utilise cette approche-là pour aller voir l'enveloppe de nos bâtiments, puis nos procédés, puis voir comment, avec des caméras thermiques, des détecteurs acoustiques pour des fuites d'air comprimé, faire un Gemba Walk à travers l'usine la nuit, quand il n'y a personne, le jour, quand les opérations fonctionnent à plein régime, pour voir, y a-t-il des choses qu'on devrait faire autrement. Puis là, réaliser que justement, des endroits où il y a des pertes énormes de chaleur qui peuvent être transférées ailleurs ou qui peuvent être tout simplement, travailler sur l'enveloppe du bâtiment, optimiser nos pertes ou minimiser les pertes d'air comprimé, faire en sorte que les systèmes de CVAC travaillent ensemble avec une certaine automatisation. Donc, ça touche l'enveloppe. Le bâtiment comme un écosystème, puis travailler à l'optimiser. Fort intéressant. On pourrait parler encore très longtemps, mais on va continuer encore quelques minutes. Il est 9h15. Quelqu'un nous demande, nous voulons nous attaquer au scope 3, mais c'est difficile compte tenu du grand nombre de fournisseurs que l'entreprise semble avoir. Donc, est-ce que vous avez quelques conseils à donner sur la question? 2, Robert, de votre côté, est-ce que vous avez déjà commencé à entraîner vos fournisseurs dans la même démarche que vous? Et 3, est-ce qu'il y a des réglementations gouvernementales sur lesquelles les entreprises peuvent s'appuyer pour commencer à avoir de l'impact sur leur scope 3? L'un de vous deux à choisir. Oui, je vais commencer. Je vais donner mon expérience rapide, puis Nicolas, je vais te laisser prendre la troisième question qui je considère est plus dans ton domaine. Nous, au-delà du projet Computivaire qu'on a lancé à Tecalia, on a commencé aussi à travailler avec un autre partenaire pour faire une analyse de cycle de vie des activités de Tecalia. Donc, pour tomber justement dans le scope 3, donc regarder comment le produit peut être optimisé, nos traitements de surface peuvent être optimisés pour le cycle de vie d'utilisation, la phase d'utilisation du produit. Commencer à regarder nos opportunités d'éco-conception, non seulement dans la forme du produit, mais dans ce qui est nécessaire pour sa fabrication. Puis évidemment, mais ça va nous permettre d'identifier un peu des bonnes pratiques qu'on va pouvoir transmettre de façon plus intelligente, évidemment, à notre chaîne d'approvisionnement. Pas juste leur dire, pourriez-vous, s'il vous plaît, être plus vert. Le faire de façon un peu plus scientifique, un peu plus technique. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on commence à regarder en termes de scope 3. Puis, il y a des partenaires qui sont capables de faire des analyses de cycle de vie. Je ne veux pas nécessairement les nommer, mais il y en a des partenaires qui sont capables de vous appuyer en utilisant des bases de données qui sont bien établies pour dire, si vous utilisez 1 kilogramme de titane et que ça vient de l'Australie, c'est quoi son énergie grise et comment ça se transmet en forme de scope 3 dans votre produit. Donc, ça permet d'avoir une perspective un peu plus élargie. Tout à fait. C'est sûr, Gladys, il y a une tendance claire à considérer le scope 3 et certainement que les outils numériques, les outils de traçabilité vont grandement aider. Ici, avec le diagnostic, c'est pour ça qu'on voulait s'attaquer au scope 3, sachant pertinemment la difficulté d'aller chercher les données, d'y aller dans un mode qualitatif, voire semi-quantitatif quand c'est possible de faire, pour identifier les projets. Et une fois que les projets les plus porteurs sont identifiés, là, faire une quantification en bonne et due forme pour aller chercher la donnée concrète en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par tonne produite, exemple. Donc, puis on le voit, en Europe, il y a des réglementations qui obligent maintenant les entreprises d'une certaine taille à déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre de scope 3, ce qui n'était pas le cas avant. Puis quand on parle de déclaration, là, très important de faire affaire avec une tierce partie indépendante, donc qui est accréditée par le Conseil canadien des normes ici donc au Canada. Par exemple, le Bureau de normalisation du Québec offre ce service-là aux entreprises.
Très bien, très bien. Merci à vous deux. J'y vais avec une question un peu plus pointue, intéressante, je trouve. Est-ce que le diagnostic, Nicolas, peut être appliqué sur un concept innovant, donc une entreprise qui envisagerait un nouveau produit, un nouveau concept? Est-ce qu'on peut passer le diagnostic au travers ce futur projet-là? Il est assez générique, je dirais. On s'est concentré parce qu'on ne peut pas tout faire, puis c'est le piège aussi de vouloir s'éparpiller, mais on s'est concentré vraiment au niveau des processus et procédés industriels, manufacturiers. Maintenant, on a des demandes pour d'autres types d'entreprises et puis on regarde avec nos partenaires, avec les entreprises, comment on peut appliquer cette méthodologie, cette démarche, parce que c'est vraiment une démarche. C'est une démarche, je le disais d'entrée de jeu, qui se veut collaborative. Donc, la première chose qu'on fait avec les équipes, avec nos experts, c'est d'écouter l'entreprise, de se mettre dans le contexte. Puis, en fonction de notre expertise, nous ne sommes pas des experts de l'ensemble des entreprises qu'on visite, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup, mais on a un regard externe et ça nous permet des fois d'avoir une vision combinée avec les experts de l'interne et de trouver des idées, des pépites très, très, très intéressantes. Alors, évidemment, c'est du cas par cas. Moi, j'invite cette personne-là à contacter donc un conseiller industriel pour éclaircir un petit peu cette question-là. Très bien. Je vais y aller avec deux dernières questions. Une question pour vous d'abord, Robert. Pour atteindre votre objectif de carboneutralité, est-ce que vous pensez un jour envisager la compensation avec l'achat de crédit carbone? Bien, forcément, il y a des émissions qui seront quasi impossibles à éliminer. Donc, je peux donner à court échéance l'exemple de l'usine dans laquelle je suis assis. Notre centre d'ingénierie, c'est à Saint-Hubert. Donc, les impacts de GES Scope 1 et Scope 2, c'est assez minime. C'est l'électricité, c'est l'éclairage dans mon bureau. Ça fait fonctionner le laboratoire. On a très peu de gaz naturel qui sert pour des besoins de chauffage, mais c'est un centre d'ingénierie. Donc, il n'y a pas beaucoup de production, donc à peu près aucune émission directe. Donc, électricité, c'est déjà fait. L'efficacité énergétique, c'est déjà accompli. Gaz naturel, ben, on est maintenant sur du gaz naturel renouvelable avec énergie depuis à compter du 1er avril, le contrat est signé. Donc, on tombe très près de la carboneutralité grâce à Hydro-Québec. Prochaine étape, évidemment, c'est de travailler avec l'Université de Sherbrooke pour des mesures compensatoires de bonne qualité. Donc, investir dans un projet qui a du sens pour dire, ben, cette usine-là, c'est fait. C'est un premier pas vers la carboneutralité. Puis évidemment, bien, après ça, c'est vraiment avoir encore une fois, l'anglicisme de notre industrie, mais notre glide path qui nous amène on est là, puis on veut descendre ici pour avoir un plan. Et puis évidemment, tout ce qui ne sera pas possible, ça va être des mesures compensatoires, mais entre les deux, c'est aussi la conversion vers des formes d'énergie renouvelables. Donc, pas juste des crédits d'énergie qui sont débattables, mais de montrer l'additionnalité. Donc, si on dit qu'on tombe sur des éoliennes dans une partie du monde, c'est parce qu'on a créé une demande où plus d'énergie électrique verte a été produite grâce à notre contrat et pas prendre le crédit pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est un rigueur qu'on doit établir puis envoyer des messages très clairs à nos fournisseurs. Donc, mélange de stratégies, mais finalement, les crédits carbone font partie quand ça a du sens. Très bien. Quel serait votre conseil, Robert et Nicolas, pour une entreprise qui veut démarrer un processus comme celui-là, au-delà de faire un diagnostic, là, mais quelle est la première étape ou le principal conseil que vous donneriez, Robert, dans un premier temps? Bien, je pense que c'est s'entendre sur une vision. Ça passe tout par le leadership à tous les niveaux. Quand je dis le leadership, c'est clair que notre direction, Martin, Dominique, Stéphane, je les nomme les prénoms comme si vous les connaissiez, mais pour moi, c'est des partenaires hyper importants. Donc ça, c'est critique, mais leadership à tous les niveaux. S'assurer qu'au niveau des opérations, les gens connaissent les opportunités, sachent le pourquoi. Vous seriez étonné quand on a une vision commune, puis on se donne ça comme mission, comment on va aller chercher un effort discrétionnaire, comment est-ce qu'on va aller chercher la créativité, comment tout à coup les obstacles disparaissent. Bien, c'est normal, on est une industrie habituée, l'industrie aérospatiale, puis il y en a plusieurs très bonnes compagnies au Québec. Bien, on est bon là-dedans. Donc, on se donne une mission, puis on utilise notre passion, puis tout à coup,
on réussit. Moi, je ne serai pas très original, je vais aller dans le même sens parce que cette démarche-là, quoique très simple, très appliquée, doit nécessairement passer par l'engagement de l'entreprise. Puis cet engagement-là, comme dans n'importe quelle transformation, elle doit nécessairement être endossée par la tête. Donc, en fait, par tous, mais évidemment par le haut management. Et c'est pour ça que le diagnostic sert aussi de sensibilisation auprès des décideurs. Donc, alignement et puis priorité. Voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup à vous deux. On va s'arrêter ici. Il est déjà 9h25. J'ai encore des questions dans la boîte à questions, d'où la raison pour laquelle on a poursuivi un peu plus longtemps. Pour ceux qui ont posé la question, oui, l'événement est enregistré. Il va être disponible d'ici un jour ou deux sur notre plateforme YouTube. Et de toute façon, un courriel va vous être envoyé avec le lien vers la présentation pour la réécouter, l'enregistrement, c'est-à-dire, et la présentation aussi sera rendue disponible. C'est une autre question qu'on a eue à quelques reprises. Je vous remercie infiniment, Nicolas, Robert, d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous et de nous avoir, j'espère, donné le goût à tous nos participants de continuer d'aller plus loin, de se pencher sur la question si ce n'est pas fait encore. Alors, merci de votre transparence, de votre générosité. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Merci. À tous nos participants, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous allez recevoir un courriel de notre part aujourd'hui contenant un sondage qu'on vous encourage fortement à compléter. Ça nous permet d'avoir votre perspective sur l'événement et de pouvoir nous améliorer. Comme je le mentionnais, un second courriel vous sera envoyé dans un jour ou deux avec l'enregistrement et la présentation que nous avons utilisée aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à visiter notre page competivar.com pour en savoir plus sur notre initiative et réécouter nos classes de maîtres précédentes. Nous avons eu une dizaine de classes de maîtres jusqu'à maintenant. Alors, merci encore une fois énormément à Tekalia et à Nicolas Turgeon d'Investissement Québec CRIC et à une prochaine classe de maîtres. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.